et tourner la page de ces régimes-là qui n'apportent pas ni progrès, ni bonheur à la plupart des populations et passer à autre chose. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ces régimes-là, on pourrait dire la démocratie n'apporte pas à l'heure du bilan 2025 du bonheur à leur population, à leur peuple. Passons à une dernière actualité que nous voulions évoquer, cette fois-là un peu plus réjouissante, je voudrais dire. Parlons de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule pour la première fois, qui se déroule en ce moment au Maroc. J'allais dire pour la première fois, non, elle s'est déjà jouée au Maroc. Mais on peut voir, on peut admirer la qualité des institutions, des installations, des infrastructures au Maroc, même si les stades sont vides. Mais j'entends beaucoup de commentateurs, même au niveau de l'Europe, même j'ai entendu même des commentateurs canadiens, anglophones, dire qu'ils sont tout à fait ébahis par la qualité des infrastructures. Et on peut même voir le Maroc prêt déjà pour organiser sa Coupe du Monde de 2030. Voilà, on peut admirer la qualité des infrastructures, comme je dirais, mais on peut aussi admirer la qualité du jeu, notamment la qualité du jeu de l'équipe camerounaise qu'on n'attendait pas, compte tenu des soubresauts qu'il y a eu. On a eu un coach qui a changé à moins de 20 jours, à 20 jours du début de la compétition. Il a laissé des cadres à la maison. Il est parti avec une équipe tout à fait jeune. Mais on voit qu'ils sont en train de tenir leur rang, notamment face aux champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire qu'on a vue. Innocent, est-ce que tu as regardé déjà les matchs pour commencer? Et à cette question, comment trouves-tu le niveau de jeu et des infrastructures, comme je l'évoquais, du Maroc? Non, je n'ai malheureusement pas eu la possibilité, à cause de toutes les autres préoccupations, de regarder les matchs en direct pour l'instant. Mais sinon, l'analyse que tu donnes, ça c'est à peu près ce que je lis également par rapport au niveau de préparation du pays hôte, le Maroc. Et effectivement, la façon dont le Cameroun s'y prend m'a également plu, parce qu'avec tout le désordre qui s'y passe, c'était un peu difficile de prévoir si le Cameroun allait arriver quelque part dans cette compétition. Et donc, c'est assez encourageant de voir là où ils sont. Et de façon générale, je crois qu'il n'y a pas de très grande surprise. Je crois que les ténors comme le Nigeria se montrent bien qu'ils sont des ténors qui ne sont pas nés d'hier. Et les scores, et voilà, les scores et les points qu'ils obtiennent me confirment effectivement ce qu'on voit sur le terrain, quoi. Aimé Richard? Oui, après, on peut tout relativiser. Sportivement, je pense que la qualité, elle est au rendez-vous. Je peux pas en dire plus, parce que dire que y a la qualité du jeu, la première journée, moi, j'ai eu l'opportunité de regarder ces matchs-là. Le dimanche et le lundi, bon, il y avait quand même un niveau de jeu qui était pauvre. Après, ça s'est amélioré. C'est vrai qu'il y a des buts, mais pas tous les matchs non plus. Donc, sportivement, on est au rendez-vous par rapport à ce qu'on a pu avoir il y a 20 ans. Maintenant, sur le Maroc qui a répondu présent, il n'y a pas de surprise. En 88, le Maroc avait déjà organisé une Coupe d'Afrique avec un standard d'infrastructure qui était élevé. Je rappelle quand même que quand le Cameroun n'organise pas la Coupe d'Afrique en 2019, quand il y a glissement, on va faire la Coupe d'Afrique en urgence au Maroc. À chaque fois qu'on a voulu organiser la Coupe des compétitions africaines dans des catégories inférieures, le Maroc a souvent été là pour accueillir ces compétitions. Ça veut dire que en termes d'infrastructure, le pays est suffisamment doté. Maintenant, sur le plan humain, mais pourquoi le Maroc peut organiser une telle CAN avec un tel niveau d'infrastructure? On a vu au Cameroun, on n'a pas ça peut-être. Parce que quand tu parlais, je me posais cette question. Mais justement, c'est là la question. Parce que quand tu dis que c'est une très bonne nouvelle, ce qui a été observé, c'était que les pays du Maghreb, pour ne citer que ces pays-là, avaient l'opportunité assez régulièrement d'organiser des Coupes d'Afrique. Quand Issa Hayatou arrive, il se dit qu'il faut démocratiser l'organisation de ces Coupes d'Afrique et donc il commence à les envoyer dans la plupart des pays subsahariens. Vous vous souvenez que quand on fait la Coupe d'Afrique au Burkina Faso en 98, souvenez-vous de là où les Lions, les équipes allaient s'entraîner dans des écoles. Il n'y avait pas d'infrastructure. Donc on s'est dit, il faut, pour développer des infrastructures dans la plupart des pays, organiser ces compétitions-là dans des pays différents, pas uniquement dans des pays du Maghreb qui avaient déjà un taux d'infrastructure qui était suffisamment élevé.
Maintenant, le Maroc s'est préparé, ça on le sait, hein. On sait très bien ce que vaut le Maroc stratégiquement en termes de sécurité dans le monde. Le Maroc accueille sur le plan touristique la plupart des Occidentaux quand ils veulent aller en retraite. Donc, en termes d'infrastructures hôtelières et autres, le Maroc s'est bien développé. Maintenant, une Coupe d'Afrique, ça ne se joue pas uniquement sur le terrain. Une Coupe d'Afrique, ça se joue aussi dans les gradins. Et malheureusement, sur ce point-là, il n'y a pas de réponse qui soit favorable parce que les enjeux économiques ne seront pas atteints. On ne va pas les atteindre avec des gradins qui ne sont pas, qui restent vides aujourd'hui, avec des gradins vides. Et même si on veut vendre cette compétition-là pour qu'elle rapporte autant d'argent qu'elle ne sort aujourd'hui, vous comprendrez que il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, beaucoup de comment dire d'entreprises qui voudraient se positionner sur un événement comme celui-là qui n'est pas aussi popularisé. Maintenant, pour le reste, oui, sur la qualité du jeu, j'ai bien dit ce que j'ai observé. L'équipe des Lions, Aimé Richard, on ne l'attendait pas. Est-ce que tu es surpris par l'intensité? Moi, j'ai suivi comment tu l'appelles, Jamel Djellit, des gars du Canal Plus Sport. Ils disent que depuis le début de cette compétition, le Cameroun offre les matchs les plus intenses. Même en termes, ils ont une intensité, on ne les attendait pas. Une qualité de jeu qu'on n'avait plus vue depuis 2017. Est-ce que quand tu les observes, c'est quoi ton impression? Qu'est-ce que ça te laisse quand tu vois ces Lions jouer? Après, j'aime bien le double discours de Nabil Djellit, puisque c'est le même qui nous dit avant la compétition que ce pays ne vaut rien. C'est le même qui nous dit quand le Cameroun va gagner à Blidak, le Cameroun ne vaut rien, mais il s'est qualifié. C'est le même qui nous dit aujourd'hui. Oui, en termes de contenu, le Cameroun a produit un jeu qui correspond à ce qu'on peut attendre d'une nation qui est quand même 5 fois champion d'Afrique. On ne peut pas dire qu'on n'attendait pas le Cameroun. Ceux qui disent qu'ils n'attendaient pas le Cameroun, c'est parce que ils ne trouvaient pas, ils ne donnaient pas du crédit au sélectionneur qui est parti. Et donc, à chaque fois qu'ils pouvaient faire une équipe, ceux-là considéraient que ce qu'ils produisaient, ce qu'ils pouvaient proposer, n'était pas à la hauteur de ce que le Cameroun pouvait attendre, ce qu'on pouvait attendre du Cameroun ou de ce que le Cameroun pouvait produire. Maintenant qu'il est parti, on peut trouver toutes les grâces qu'on veut, mais moi, j'attends de voir la suite. Déjà, demain, il y a une rencontre contre le Mozambique et ensuite il y aura le second tour. Donc voilà, on ne peut pas, à ce stade, commencer à dire que si on devait prendre les 5 équipes, on mettrait le Cameroun parmi les 5 qui peuvent gagner la Coupe d'Afrique. Mais ça peut toujours justement, le Cameroun n'était pas attendu. Walid Acharchour, que tu connais lui aussi, il dit clairement que quand il voit cette équipe jouer, il se demandait ce que faisait Marc Brice. Et que lui, au début, ne les comptait même pas. Il avait même des doutes qu'on puisse sortir de notre poule. Mais quand il a joué au foot, celui-là, il a joué au foot. Walid Acharchour, je ne sais pas s'il a joué au foot, mais en tout cas. Alors, tu penses qu'il suffit qu'un consultant de RMC dise quelque chose pour que ça devienne une vérité? Non, soyons un peu sérieux. Le Cameroun produisait du jeu. Le Cameroun avait ses difficultés. On peut pas, en 20 jours, s'imaginer que certains joueurs qui étaient déjà là, du temps de Marc Brice, sont devenus des super-héros, tout simplement parce que le coach est passé. Non, mais oui, mais il ne faisait pas jouer. Mais pour ceux qui ont joué au foot ou qui suivent le football, vous savez très bien que à chaque fois qu'on vire un entraîneur et qu'un nouveau arrive, il y a une dynamique qui se met en place tout de suite. Après, il peut arriver que ça ne se maintienne pas. On a souvent vu des entraîneurs qui ont été paix à son âme. Gasset est décédé. Il est arrivé à Marseille. Il avait pour objectif de maintenir le club. Il a maintenu. Il a compris qu'il ne pouvait pas rester avec la même équipe. Donc, il est parti. Ça arrive. Parfois, ça réussit. Parfois, ça réussit pas. Qu'est-ce qu'on aurait dit si cette équipe-là n'avait pas réussi à faire un bon résultat au premier match? Qu'est-ce qu'on aurait dit si contre la Côte d'Ivoire, naturel parce que les gens ne s'y attendaient pas. Voilà, les gens auraient dit que on n'y allait pas pour gagner. De toutes les façons, il y a eu quelqu'un avant qui a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, qui était illégitime, et donc ce résultat, le plus important pour nous, c'était de participer. Maintenant qu'on y est, on trouve que c'est l'excellence toute trouvée. Il ne faut pas exagérer non plus. Il faut raison garder, se dire que là, on a produit quelque chose qui est très bien, il faut le reconnaître, mais en même temps, il ne faut pas penser que parce que on nous ramène à 2017. 2017, si on prend en termes de contenu, en termes de qualité individuelle, 2017 et 2025, c'est quand même le jour et la nuit. Désiré.
Même question pour toi par rapport à cette CAN qui commence. Comment la trouves-tu et au niveau d'infrastructure, si tu as envie de dire un mot dessus, même si ça a été dit, au niveau du jeu et la qualité des jeux produits par l'équipe du Cameroun? Écoute, niveau des infrastructures, naturellement, je ne suis pas surpris parce que le Maghreb, sur ce plan, avait déjà une avance sur l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, j'écoutais aujourd'hui Claude Leroy et je partage son point aussi, qui est contre l'idée d'organiser des Coupes d'Afrique tous les 4 ans. Parce que d'après lui, il estime que organiser des Coupes d'Afrique tous les 2 ans favorisait quand même certains pays d'Afrique noire au niveau de la mise en place des infrastructures de qualité. Alors, évidemment, oui, la qualité des infrastructures, je suis pas surpris. Les stades, le football, il y a une corrélation directe entre le niveau économique des pays et le développement du sport aussi. S'attendre à ce que les stades soient pleins, écoute, je ne m'y attends pas parce que les billets, s'il faut juste regarder les billets, il y a très peu d'Africains qui peuvent se payer un billet pour aller au stade. Disons-nous la vérité, bien que le coût je dirais, le Maroc, probablement le SMIC au Maroc est plus élevé que dans beaucoup de pays d'Afrique noire, mais c'est pas tout Marocain là qui peut se permettre d'aller au stade. Mais on dit quand même, Désiré, que les CAN organisées au Maghreb, on a souvent remarqué que quand les équipes maghrébines jouent, les stades sont c'est bien rempli, mais ils ne vont pas dans les autres matchs. Ça, c'est historiquement, il y a des stades qui le démontrent. Oui, mais c'est logique. C'est logique. Il y a un coût financier associé à l'achat d'un billet pour aller regarder un match où tu n'as pas beaucoup d'intérêt. On parle aussi de leur chauvinisme, ils aiment d'abord après le football, les autres. C'est pas différent ailleurs, c'est pas différent quand la CAN a été organisée au Cameroun. J'avais ouï dire que parfois on donnait des billets gratuitement aux gars qui conduisent les motos pour aller au stade. Si on ne le fait pas, le gars, par exemple, qui fait sa moto, écoute, ne pas travailler signifie pour lui une perte de revenus que d'aller regarder un match. Alors, si vous voulez remplir des stades dans des pays pauvres, il faut trouver des incitatifs pour que les gens aillent au stade. Sinon, écoute, il y a des gens qui doivent aller travailler chaque jour pour avoir quelque chose à manger. Bon, moi, c'est ce que je peux dire sur... Mais au niveau du jeu... Écoute, grosso modo, je pense que le niveau du football en Afrique, un peu partout en Afrique, c'est relativement amélioré. Écoute, il n'y a vraiment plus une grosse disparité au niveau du jeu. Les nations, même les Comores, on les voit tenir la dragée haute à des équipes, il n'y a plus de... Mais n'empêche que, écoute, quand tu vois quand même la Côte d'Ivoire jouer, tu ne peux pas comparer la Côte d'Ivoire aux Comores. Même si d'office, match Comores-Côte d'Ivoire, tu ne peux pas également dire que la Côte d'Ivoire va gagner par un score fleuve. Mais on l'a vu quand même aussi, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, la dernière édition, écoute, ça a été une belle surprise. Donc, au niveau du jeu, je dirais grosso modo, le niveau du jeu, c'est quand même, c'est amélioré. Je vais le reconnaître. Et j'ajouterais même, cela témoigne tout simplement un peu du sérieux que certains pays ont réussi à mettre dans ce domaine. Et je vais extrapoler. Pour moi, ça signifie simplement être un peu plus sérieux, peu importe le domaine. Si on sait ce qu'on veut, les choses peuvent s'améliorer. Peut nous faire du bien. Et l'équipe du Cameroun, alors? L'équipe du Cameroun, je vais avouer, je suis satisfait. Je suis satisfait de l'intensité avec laquelle les gars jouent. Je vois aussi un contenu qui me donne satisfaction. Ils font un type de football que j'apprécie. Écoute, je vois un exemple simple, je vois quand même une transition qui se fait entre la défense et le milieu de terrain. Ce que je ne voyais pas
j'ai pas vu ça pendant longtemps. Les Camerounais, à un moment donné, écoute, c'était comme le kick and run, le vieux football anglais de l'époque que les Anglais même ne pratiquent plus. Alors, les 2 matchs de la CAN que j'ai vus, écoute, j'ai vu des jeunes qui s'amusent. Je vois un contenu, j'apprécie le collectif. On n'a pas de grosses stars et ça, j'aime aussi parce que, ben, écoute, tout le monde veut participer. C'est plus l'équipe, quoi. C'est le collectif qui gagne. C'est le collectif qui gagne. Est-ce que cela s'explique par le fait qu'on a un nouveau coach? Je ne peux pas aller là. Même si j'apprécie le fait qu'on ait donné de la chance à l'expertise locale. Parce que je me dis encore, si on ne valorise pas nos talents à nous, difficilement ces talents-là seront valorisés par les autres. Alors, donner la chance à ce monsieur de travailler, honnêtement, moi, j'apprécie ça. Et puis, je n'ai pas aussi, et vraiment, je vous dis en toute honnêteté, je n'ai pas de grosses attentes. Pour moi, je vois une équipe jeune, et ça, j'admire aussi le courage de ce coach qui a mis quelques gars de côté pour avoir, à mon avis, une bonne ambiance dans l'équipe, je l'espère, et j'ai entendu certains. Non, l'équipe, le groupe vit bien. Voilà, que l'ambiance est bonne, alors. Oui. C'est la première fois que tu entends dire l'équipe, le groupe vit bien parlant d'un vestiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, qu'est-ce que ça veut dire dans le football, le groupe vit bien? On l'a souvent entendu, même dans des équipes en difficulté, très en difficulté, qui doivent lâcher le lendemain même de ce discours, leur entraîneur nous dire le groupe vit bien, nous sommes bien. Ça, c'est les poncifs, les lieux communs des clubs. En fait, ce que je voulais dire, c'est, écoute, j'ai l'impression que au regard des discours que j'entends par-ci, par-là, des joueurs et puis de certains commentateurs, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas une ambiance nocive. Non, le groupe vit même très bien. C'est un peu dans l'enceinte, dans le groupe. Et alors, les gars, mais si 80% de cet effectif reste ensemble, je me dis, les 2, 3, 4 prochaines années, le niveau pourra s'améliorer, alors on sera en droit de s'attendre à des résultats meilleurs. Pourquoi pas gagner une Coupe d'Afrique, participer encore à des éditions de Coupe du Monde, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour comprendre, Désiré, parce que tu disais tout à l'heure que le collectif prime. Tu aurais aimé voir l'Argentine sans Maradona, sans Messi, ou le Brésil sans Ronaldinho, Ronaldo ou Romario. C'est ce que tu veux dire? Tu préfères une équipe qui se passe de ces joueurs-là à un amoureux du football peut vraiment se priver de ce talent-là? Non. Je ne suis pas pour l'exclusion des joueurs qui sortent vraiment du lot. On en a besoin parce qu'il y a des matchs où tu as besoin de ces gars-là pour te faire la différence. Mais quand on regarde quand même aussi le football moderne, ce genre de joueur, malheureusement, parce que je suis un amoureux du beau football, ce genre de joueur, malheureusement, aujourd'hui, est un peu noyé dans le collectif. Donc, on a besoin de ce gars-là qui est capable de nous faire des exploits, mais qui, de temps en temps, peut revenir défendre. Mais Désiré, tu réponds normalement, et je trouve que tu as raison, mais le sous-entendu de la question d'Aimé Richard, c'est qu'on a laissé Onana, Aboubakar et autres de côté, et est-ce qu'on peut se passer de tel joueur CAG? Or, et c'est un peu cette question, c'est pour ça que... Parce que Richard n'a pas été spécifique, donc... Moi, je n'ai pas de sous-entendu, j'ai juste... j'ai réagi. Pourquoi tu as posé cette question, alors? Mais parce que Désiré a dit... Aboubakar, pour moi, n'a plus de place dans cette équipe. Non. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Si je suis coach, Abou, merci pour les services rendus.
En ce moment-ci, j'ai besoin des gars qui peuvent courir et qui ont la capacité de marquer. Qui apportent un bel esprit dans le groupe. OK. Je rapporte que Pierre-Emerick Aubameyang a 36 ans. Boubacar en a 33. Il apporte un bel esprit. Mais en tout cas, je ne suis pas dans le vestiaire gabonais. Onana, je n'aurais pas laissé Onana. Moi, si j'avais été à la place du coach, je ne l'aurais pas laissé, mais je lui aurais parlé disant, écoute mon cher, j'aime bien, je t'aime comme joueur maintenant, je veux te voir comme un leader, un gars qui peut m'amener un esprit de leader ici pour tirer ce groupe vers le haut, mais je ne l'aurais pas laissé. Aboubacar, moi j'appelle un joueur pas pour ce qu'il a fait dans le passé, mais pour ce qu'il peut faire pour le futur. On a dit la même chose en 2017 de lui, mais c'est lui qui nous fait arriver en finale et c'est lui qui nous donne la Coupe d'Afrique. J'ai dit ça, je dis rien d'autre. On est en 2017 là. Ouais. Bon, Richard, en 2017 et en 2025, man. Non, en 2017, on disait déjà qu'il était cramé, qu'il ne pouvait rien faire. Et en 2022, c'est lui qui vient en match de 3e place. C'est lui qui fait le boulot. Donc, Richard, en 2017, non, je ne pouvais pas penser de ça d'Aboubacar, non. Et je rappelle aussi qu'en 2024, la dernière Coupe du Monde, je crois que c'était en 2022 au Qatar, c'est aussi lui qui fait le boulot. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je pense que quelqu'un qui a 33 ans, on trouve qu'il est plus vieux que des personnes qui ont 36 ans, 37 ans. 33 ans, bon, en tout cas. Merci les gars, merci. En fait, écoutez, moi je pense que le coach a fait ses choix, le coach a rajeuni l'équipe, le coach a tenu un discours innocent, le coach a tenu un discours que j'ai suivi où il disait que lui, il est là pour construire. Et que, quel que soit le résultat qui allait arriver dans cette équipe, il bâtissait pour le futur. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, Désiré. C'est pour ça aussi qu'ils ont baissé des attentes. C'est pour ça que les gens sont positivement surpris aussi. Je pense que là où ils ont été très malins, c'est de baisser les attentes. Or, je rappelle que Rigobert Song, en 2023, parlait aussi de reconstruction à la Coupe du d'Afrique en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on va toujours renvoyer au passé? Là, on parle du présent, de dire que cette équipe où on a... Non, mais c'est bien de contextualiser. Il faut contextualiser. Donc, ce n'est pas un premier discours. Ce n'est pas un discours qui est nouveau. Oui, mais tu nous ramènes... En fait, en réalité, qu'est-ce que tu veux dire? Tu nous ramènes pour dire qu'ils ont eu tort de dire ça et qu'on doit... Non, mais c'est que ce n'est pas une justification. On l'a déjà entendu. On l'a déjà entendu plusieurs fois. On est en reconstruction, Quand on veut couper les têtes, on dit qu'on est en reconstruction et on ne voit pas de la reconstruction. Ça n'empêche pas qu'on puisse le dire cette fois-ci. Il faut juste assumer les choix qui sont faits. Et moi, je me dis, il a fait les choix, il faut les assumer sans pouvoir justifier par le fait de reconstruire. La reconstruction, elle se fait en permanence. On injecte toujours une bonne dose de nouveau à chaque équipe pour qu'il y ait une alchimie, pour qu'il y ait une intergénération et une transgénération. On ne fait pas un balayage de cette façon-là. On ne va pas second. Voilà, tu vois, il dit on fait un balayage. Là, on est en train de second guess les choix du coach. Mais si on dit qu'on reconstruit, c'est qu'on fait un balayage. Reconstruire, c'est quoi? Pour reconstruire, on détruit, non? Pour reconstruire, on détruit ou on ne détruit pas? Peut-être même tu as raison, mais moi, ce que je pense... non, mais peut-être. Pour reconstruire... Non, moi, je ne suis même pas là pour dire... Je suis oui, mais tu as raison ou pas raison. Mais je cherche pas à avoir raison. Tu dis on reconstruit, mais pour reconstruire, on détruit. Et détruire, c'est quoi? C'est balayer. Je ne sais pas ce que j'ai dit de mauvais. Mais le gars a fait ses choix. Mais je dis qu'il a fait ses choix. Je ne suis pas en train de dire que... Mais justement, regardons donc ce qui se passe et voyons dans le futur. Moi, je trouve que le coach a été très bon dans ce qu'on appelle, comment ils appellent ça, gestion des attentes. Tu vois, donc le gars, expectation management. Donc le gars, il pouvait venir en disant, on va aller. Il a dit non, on est là pour apprendre, on va se construire, on va bâtir pour l'avenir. Et il se trouve que, chemin faisant, il est en train déjà d'obtenir quelques résultats. Où est-ce qu'il ira, jusqu'où? On n'en sait rien. Moi, je trouve que c'est positif. Maintenant, on va commencer à dire, d'autres ont dit ça avant. On peut toujours faire ça, mais qu'est-ce qu'on gagnerait en faisant ça?
Ce serait plutôt ça la question. Donc, mais écoute, moi, je trouve que Désiré a dit on a rajeuni l'équipe, mais peut-être pour sortir du show, dans notre bilan, on voit que beaucoup d'équipes africaines dans cette CAN ont des staffs africains. On est en train d'aller vers là où la majorité, on parle même de 80%, là où il y a encore 2 ans en arrière, c'était des sorciers blancs de partout. Est-ce que ce mouvement que ça lui a aussi désiré de nationalisation ou d'africanisation est quelque chose à pousser? Ça, c'est ma première question. La deuxième, on va Désirer l'a déjà aussi abordé. La CAN sera désormais toutes les 4 ans après 2028. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est une bonne décision? Bon, déjà, je ne dirais pas qu'on voyait les sorciers blancs un peu partout dans les staffs. Bon, c'est comme ça qu'on les appelait. Oui, je ne suis pas d'accord avec l'appellation. Mais ceci dit, je pense que c'est une bonne chose que pour une compétition africaine, inter-africaine, que le staff soit un peu plus africain qu'européen. Je crois que c'est un peu une aberration à un moment donné de voir la majorité de pays africains avoir des coachs plutôt venus de l'Europe et autres. C'est un peu comme si depuis la nuit des temps que le football se joue sur le continent africain, on n'a pas pu se former des leaders. Je crois que ça rejoint un peu le problème de démocratie qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'on s'approprie des choses, mais finalement, on ne se les approprie pas effectivement. On navigue un peu à vue. Et donc, si on finit par avoir des staffs un peu plus africains, je crois que c'est une bonne chose. Il faut avancer dans cette direction-là et surtout les professionnaliser parce qu'il ne suffit pas d'avoir des staffs africains pour avoir des staffs africains. Il faut les professionnaliser, voilà, et se rendre compte qu'ils sont effectivement compétents et qui peuvent faire le travail qu'on demande. Et je pense que les institutions en Afrique ou même ailleurs sont en mesure de former des Africains pour faire ce genre de travail de façon efficace. Et maintenant, cette question de la CAN tous les 4 ans, c'est vraiment une question pour moi à plusieurs niveaux, parce que je crois que je l'ai mentionné dans une discussion écrite du Bike Show. Pour moi déjà, c'est pas une grande surprise. Du moment où, dans ces compétitions africaines jusqu'à présent, la plupart des stars des différentes équipes sont des joueurs qui évoluent dans les compétitions européennes, sont des joueurs des clubs européens. Et voilà. Et quand ces compétitions africaines, la Coupe d'Afrique des Nations, se jouent en même temps qu'il y a des matchs dans ces ligues européennes, ça fait que ces joueurs sont parfois appelés à se déplacer, à quitter leur club pour venir et puis parfois à retourner jouer un match dans le club. Et ils ne pourront pas être autant productifs, même s'ils réussissent à faire tout ça là. Et il faut aussi mentionner que ils gagnent leur vie plutôt dans ces clubs européens. Qui sont leurs employeurs. Voilà. Donc, d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, ces clubs européens auront toujours leur mot à dire d'une façon ou d'une autre dans ce qui se passe en termes de compétition africaine. Maintenant, avant de te redonner la parole, j'aimerais quand même mentionner que ces changements qu'on obtient tous les jours, finalement, ça montre aussi le niveau d'amateurisme dans lequel on se retrouve. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on basculait des compétitions des années paires vers les années impaires. Ça ne date pas de longtemps. Et si après quelques années, on est encore en train de basculer pour passer de 2 à 4 ans, on se dit que mais finalement, est-ce qu'il y a des préparations? Est-ce qu'on a des gens qui pensent effectivement, c'est pour ça qu'il disait tantôt la professionnalisation, pas une navigation à vue, des gens qui peuvent regarder un peu sur la durée, pas se retrouver toujours en train de faire les choses du jour au lendemain, changer parce que pousser un bouton ci et là, parce qu'on ne voit pas les choses venir. Je crois qu'il ne fallait pas être magicien pour comprendre qu'à un moment donné, les clubs européens vont dire que mais non, attendez, nous, on paye ces joueurs, on veut les maintenir, même s'il y a une compétition africaine, parce que c'est nous qui les payons. Ils gagnent leur vie chez nous. S'ils ne veulent plus gagner leur vie chez nous, ils peuvent retourner jouer pour leurs équipes. Absolument. Et voilà. Apparemment, pour aller dans ton sens, les clubs auraient mis de la pression à la FIFA, qui à son tour aurait mis la pression à la CAF, et beaucoup accusent la CAF d'avoir très facilement cédé.
Même si la CAF dit que oui, on va essayer de gagner un peu plus d'argent en la mettant tous les 4 ans, on va créer une compétition intermédiaire, la Ligue des Nations. Bon, mais non, c'est un peu de la folie. Je pense que, le nombre de stratèges africains, si on passe chercher les cerveaux africains qui sont implantés un peu partout, je crois que faire la lecture depuis des années et dire que, hey, attention, les clubs européens vont finir par vous imposer de changer le calendrier. Et nous-mêmes d'anticiper peut-être, c'est ça que tu veux dire. C'est de ça que je parle. En fait, je veux dire que les analystes africains qui pouvaient le prévoir sont très nombreux. Est-ce qu'ils n'ont pas été écoutés? Est-ce qu'on a des institutions qui écoutent ou pas? C'est ça la question. Donc, on se retrouve un peu dans cet amateurisme. Mais Richard, rapidement, ta réaction là-dessus, sur les 4 ans, on ne t'avait pas entendu là-dessus. Après, sur les 4 ans, on peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Si on reste sur le plan social et sur le plan sportif, on peut regretter qu'il y ait ce passage à 4 ans. Maintenant, sur les enjeux économiques, vous avez bien compris tout à l'heure que s'il n'y a pas de présence au stade, c'est-à-dire les billets ne se vendent pas et que la compétition à la fin elle est déficitaire pour la CAF, l'institution CAF, parce que l'institution CAF a besoin de vivre aussi. Peut-être qu'il y a aussi cette logique-là que nous n'avons pas en tête. Il y a encore 20 ans, je crois que pour le vainqueur de la CAN, c'était 500 millions de dollars. 500 000 dollars ou 500 millions, en tout cas, je sais pas exactement. Non, je crois que c'est 500 000 dollars. Et aujourd'hui, on parle quand même d'une enveloppe de 7 millions de dollars. 7 millions de dollars, vous voyez ce que ça représente. Si on prend un pays comme le Cameroun, qui sort 5 milliards de francs CFA pour sa participation à la CAN, vous comprenez que même en remportant cette édition, ça ne couvre pas ce que le contribuable camerounais, à lui tout seul, il aura donné pour sa participation à cette compétition. Vous savez aussi qu'il y a une crise économique en termes de droits télé. Droits télé, ces compétitions-là ne se vendent plus. Plus elles deviennent nombreuses, moins elles vont se vendre. Moins elles vont se vendre, et moins le gâteau est important, à un certain moment, vous savez qui va perdre. L'autre aspect aussi, c'est la question de la souveraineté dont on parlait tout à l'heure. Autant on a parlé de la souveraineté quand il s'agissait de Boko Haram et de toutes les autres interventions au Nigeria, autant on peut parler de la souveraineté des pays africains ou de la Confédération africaine à organiser une compétition et à vivre même au quotidien. Parce qu'il ne suffit pas de dire on veut faire ça, on veut faire ça. Si on attend la subvention annuelle de la FIFA pour que les fonctionnaires grassement payés de la CAF en Égypte vivent au quotidien, à un moment, on peut ne pas tenir sur une longue durée. Peut-être que la CAF a estimé qu'elle était déficitaire en organisant une Coupe d'Afrique tous les 4 ans, alors que les contraintes, tous les 2 ans, alors que les contraintes, les engagements financiers vis-à-vis des États qui devaient construire les infrastructures, vis-à-vis des États qui devaient participer, parce que quand même, il faut savoir qu'on est passé d'une Coupe d'Afrique à 8 équipes à une Coupe d'Afrique aujourd'hui à 24 équipes. Ce n'est plus le même format, ce ne sont plus les mêmes enjeux. Donc, si on est un puriste, un amateur de football, un défenseur de la cause africaine, on l'est tous, je pense, on peut regretter qu'il y ait cette intention-là. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ça a quand même été voté à la commission exécutive de la CAF. Il y a quand même des membres de la commission exécutive. On dit que c'est Motsepe qui l'a annoncé. Mais si Motsepe l'a fait, ça, on revient sur le fonctionnement démocratique d'une organisation. Si Motsepe l'a fait, ça veut dire que les textes de la CAF prévoient qu'il peut prendre une telle décision sans consulter les membres du COMEX ou même sans passer par l'Assemblée générale de la CAF. Je vais dans ton sens. J'ai suivi un Guinéen qui disait que oui, les textes de la CAF disent que Motsepe peut prendre une telle décision, mais plus tard, elle sera soumise aux membres du conseil exécutif plus tard. Mais voilà. Mais est-ce qu'on a entendu un seul membre du comité exécutif nous dire que lui n'était pas d'accord ou que... les pays africains sont silencieux. Aucune fédération africaine n'a monté au créneau pour l'instant. Ça veut donc dire que il y a eu des échanges en interne ou pas. De toutes les façons, ce que je constate, c'est que un président d'une institution aussi puissante, dit-on, comme celle-là, ne peut pas prendre la responsabilité de communiquer
à l'extérieur sur une information aussi clivante que celle-là. Après, j'adore bien Claude Leroy, mais je sais aussi, je n'oublie pas toutes les contradictions qu'il a souvent présentées dans ses débats, dans ses prises de parole dans les espaces médiatiques. Mais je l'adore bien, il se dit grand défenseur et amoureux de l'Afrique. Mais quand il commente des matchs de Ligue 1 ici, ben, j'ai aussi en mémoire qu'il défend d'abord les intérêts des clubs de Ligue 1 avant de défendre les intérêts des Africains. Donc, ça dépend des circonstances, de là où il se retrouve et quels intérêts il défend au moment où on lui tend le micro et où il peut dire des inepties. Mais il n'est pas à une ineptie près. Et des personnes bien avisées, Richard, et bien introduites au niveau du football européen sont très clairs là-dessus. Cette décision est due aux pressions de la FIFA. Et d'ailleurs, d'aucuns te disent qu'on voit bien qu'Infantino, depuis qu'il est là, et comme Motsepe est là, limite, c'est lui qui gère la Confédération africaine de football. Il va même jusqu'à remettre des trophées, on le voit toujours en avant, ainsi de suite. Donc oui, quelque part... Est-ce que ce n'était pas déjà le cas? C'était déjà le cas avant Motsepe. Avant Motsepe, souvenez-vous quand même qu'on a mis plus ou moins la CAF sous tutelle avec une Sénégalaise qui devait assurer une administration dite provisoire. Donc ça aussi, on peut pas faire, on peut se gargariser en pensant que nous sommes indépendants et souverains, mais à certains aspects, on ne l'est pas. Et parfois, il faut accepter notre place. Le pouvoir financier dicte les lois. Tout à fait. Hey, les gars, on arrive à la fin. Vivement qu'Ino nous revienne. C'est le moment de donner nos vœux. Voilà. Je te passe déjà la parole. Désiré des vœux de fin d'année. Déjà, bonne année, bonne fête à nous tous ici. Donc, voilà. Désiré, à toi. Écoute, rien de spécial. Bonne année à chacun de nous, à nos familles respectives. Bonne année aux citoyens des pays d'où nous sommes originaires. Et mon souhait, mon vœu le plus cher est que chacun devienne un peu plus sérieux à son niveau. Et en faisant une petite différence à son niveau, je pense que on peut contribuer un peu au bonheur personnel et au bonheur des autres. C'est mon vœu le plus cher. Merci beaucoup. Ino, c'est le moment de dire bonne année à nos suiveurs, à nos familles, à tout le monde. Dernier mot avant qu'on clôture. À toi, Ino. Tout ce que je peux dire, c'est merci à ceux qui nous ont suivis tout au long de l'année 2025. Et je leur souhaite en avance une très, très bonne et heureuse année 2026. Et je les invite à continuer à nous suivre et à même nous soumettre des dossiers sur lesquels ils voudraient qu'on discute. Aimé Richard, merci et non. Ben, que dire? Tout simplement dire merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous suivent et toutes celles qui nous suivent de là où ils et elles sont. Et si moi j'ai quelque chose à espérer, c'est que 2026 qui va arriver soit une année d'émancipation à la fois individuelle et collective. Surtout que les gens ne se disent pas que c'est en restant là où ils sont, sans participer à la construction collective de la République, de nos espaces de débat, de nos espaces de vie collective, qu'ils deviendront des citoyens honorables. Au contraire, ils ne seront que des citoyens qui seront, de mon point de vue, inutiles pour la société, parce que nous avons besoin de nous affranchir de tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Et que dire de plus que si ce n'est tous les vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2026 à chacun et à chacune, et que la nouvelle année nous trouve en bonne santé. Merci beaucoup. Je présente aussi mes meilleurs vœux d'abord déjà à nous tous ici sur le plateau, à nous et à nos familles, à tous qui nous sont proches, meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite dans nos familles, à tous nos suiveurs, à tout le monde entier, à ceux qui regarderont ce show qui a été assez riche. On a abordé plein de sujets. Meilleurs vœux à vous. On peut vous souhaiter pour 2026 de la santé, de la réussite, surtout de la santé et aussi un peu de certitude et de paix dans vos vies. Que le Christ, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant soit avec vous, vous bénisse et soit avec vous et vos familles. Merci. Bonne année encore. Salut les gars. Ciao.